Cher Pierre-Pascal Boulanger, chères étudiantes et étudiants, lycéennes et lycéens, mesdames et messieurs, ici, à Paris, dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, et à distance. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous dire que je me réjouis de voir revenir le printemps, comme tout le monde. Et le printemps de l'économie encore plus pour cette 11e édition. Je tiens à ce que le CESE, où nous sommes à Paris, soit un forum, un carrefour, une agora sur tous les sujets de son ressort. Le printemps de l'économie, avec toute la richesse de ses intervenants, de son programme et de ses débats, est l'acteur idéal pour un tel scénario. Moi, je forme le vœu que vous puissiez pousser ici vos racines et vos ailes. Vous le savez, les défis que notre siècle nous impose de relever sont multiples. Lutte contre les inégalités, crise climatique et écologique, spectre de la guerre dans les relations internationales, crise de l'énergie et des matières premières. À ce tableau s'ajoute, particulièrement dans notre pays, une profonde crise de confiance dans le pouvoir politique et plus généralement dans les institutions, pouvant ouvrir la voie aux autoritarismes. Vous avez cette année choisi le thème de l'action et de l'engagement. L'engagement, cela signifie que chacun doit se dégager de ses présupposés pour s'engager dans autre chose, avec l'incertitude d'un monde ancien qui disparaît sans que le nouveau ait encore émergé. C'est bien le sens de l'engagement, quand il n'est pas une simple posture, prendre comme boussole un pari fait sur l'avenir, une volonté de changer les règles du jeu. Mais c'est aussi une capacité à se laisser transformer soi-même par des choix forts. L'engagement véritable nous transforme autant qu'il transforme le monde. Au CESE, là où vous êtes ce matin, nous en sommes les témoins chaque fois que nous organisons des panels citoyens. Les volontaires, souvent tirés au sort, s'impliquent dans un processus au long cours, auditionnent quantité d'experts et de témoins, dialoguent entre eux intensément. Et peu à peu, ces citoyens de hasard se muent en citoyens engagés, informés, concernés, et cela bien au-delà de l'exercice qui leur a été demandé. Nous l'avons vu dans cet hémicycle, pas plus tard que le week-end dernier, avec un enthousiasme communicatif venant de toute la convention citoyenne fin de vie que nous avons organisée dans ces murs depuis 4 mois. La participation citoyenne est aussi une véritable école de l'engagement et en ce sens, leurs trajectoires rejoignent celles des membres engagés de notre Assemblée qui représentent la société civile organisée. Alors, pourquoi en irait-il autrement dans le monde de l'économie ? Des initiatives comme la Convention des entreprises pour le climat, de nouvelles normes d'engagement comme les entreprises à mission, vont dans le sens d'une responsabilité sociale et environnementale consubstantielle à l'activité économique. Les causes ne manquent pas, diversité, climat, biodiversité, égalité femmes-hommes, inclusion, insertion. Ces causes ne sont plus des suppléments d'âme, mais des conditions de réussite et d'attractivité, notamment pour les jeunes générations que vous représentez en quête de sens. Le printemps de l'économie, je le sais, est lui aussi un creuset d'engagement, et depuis ses débuts. En rappelant l'importance du débat éclairé en économie, il rappelle que l'engagement est aussi un apprentissage. Apprentissage des fondamentaux du savoir économique, apprentissage également des incertitudes et du pluralisme des doctrines économiques, car le temps des dogmes de tous bords
est derrière nous. S'engager dans ce savoir, pour les citoyens, pour les étudiants comme pour les salariés, c'est armer les esprits, devenir acteurs de ce qui nous concerne. Je vous souhaite donc de belles journées de travail dans notre assemblée. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Merci, Monsieur le Président, et merci de nous accueillir dans ce bel écrin qui est le Conseil économique, social et environnemental. Et vous l'avez bien compris, Conseil économique, social et environnemental, les 3 dimensions sont là. Et je crois que vous avez parlé de creuset, c'est bien le creuset de très belles initiatives. Donc merci au nom de tous les organisateurs et contributeurs de cette manifestation dont vous faites partie. Je ne vais pas mobiliser la parole trop longtemps, car ce qui est important, c'est l'action et l'engagement. Donc, juste 3 points que je voulais évoquer avec vous rapidement. Un premier point, l'action, l'engagement, oui, mais un engagement, ça doit toujours être éclairé. Donc, vous allez pouvoir travailler jusqu'à vendredi sur ces sujets-là, mais avant, d'une certaine manière, je vous invite à consulter l'étude qui est menée régulièrement, systématiquement, avec chaque printemps de l'économie, qui cette année s'intéresse aux Français et à leur engagement. Moi, je retiens de cette étude que les Français sont particulièrement intéressés par 3 enjeux. Évidemment, la santé, le système de santé, qui est important, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la paix. Il se trouve que la lutte contre le changement climatique a gagné en importance dans les préoccupations. Ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la prise de conscience, mais c'est le temps de l'action et de l'engagement. Donc merci à tous les intervenants qui vont apporter des idées, peut-être des solutions d'engagement et d'action de différents types d'acteurs économiques, sociaux et environnementaux. Deuxième point, je retiens de l'étude également qu'il y a une thématique, donc la lutte contre le changement climatique, la préservation de la paix. Et moi, j'ai le souvenir, Pierre Pascal, que de précédentes éditions évoquaient déjà des sujets comme guerre et paix, comme la sobriété. Et puis, il y avait une bifurcation au milieu. Donc, là aussi, un temps où il faut apporter quelque chose de nouveau. Donc nous sommes aujourd'hui dans la décision, l'action et l'engagement. 3e point, et je m'arrêterai là, action lors de l'engagement. Agir, s'engager. 2 verbes qui me semblent particulièrement bien définir une personne, Pierre Pascal Boulanger. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui, depuis 11 ans maintenant, réussit à mobiliser différents acteurs. Et les acteurs, c'est vous, les professeurs, les étudiants, les élèves, les intervenants, le monde médiatique aussi, et les contributeurs. Et je pense qu'il faut tous vous remercier, car le succès du Printemps de l'économie, c'est ce succès autour de Pierre Pascal. Je te laisse la parole, Pierre Pascal. Cher Thierry Baudet, chère Catherine Cuzla, bonjour au public qui est ici dans cette 3e assemblée constitutionnelle de la République. Donc je remercie beaucoup Thierry Baudet de permettre aux jeunes de venir dans un lieu institutionnel prestigieux et qui vous montre qu'au bout du compte, on peut y entrer et on peut s'y nourrir et on peut apprendre plein de choses. Donc je suis ravi que vous donniez la possibilité aux jeunes, depuis l'an dernier déjà, et puis dans le futur, je pense, de pouvoir venir dans ce magnifique lieu. Je voudrais aussi saluer le public à distance, c'est-à-dire d'autres académies de France et de Navarre, qui nous suivent à distance, et particulièrement, en raison du décalage horaire, les lycées français à l'étranger. On a une salle de retransmission à Kuala Lumpur, on en a une à Tunis, on en a une à Madrid et dans d'autres pays. Donc merci de nous suivre
en direct. Catherine Dufay, tu chamboules un petit peu ce que j'avais prévu de dire, parce que je suis très touché par ce que tu as dit, mais je voudrais quand même signaler que si je suis à l'origine de l'idée et de l'initiative, je suis quand même un homme de l'ombre, et que si Michel Rocard ne m'avait pas demandé de créer cette chose, peut-être ne l'aurais-je pas faite. Mais quand on est convaincu, et nous l'étions tous les deux, que la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie, à l'heure des fake news, à l'heure des réseaux sociaux, où des experts improvisés peuvent dire un peu de tout et n'importe quoi, où la rapidité des réseaux fait qu'on ne vérifie pas forcément ses sources, je pense qu'il est important que vous nous donnions que des arguments, des contre-arguments. Vous allez voir, c'est pluraliste. Vous allez avoir des économistes de tous bords, et donc vous allez pouvoir confronter ce que vous pensez à d'autres arguments. Vous allez peut-être grandir, vous allez peut-être... voilà. Mais en tout cas, faites votre marché des idées, parce que le plus important, c'est l'éclairage de la tête. Bon printemps de l'économie. Très bien, je vais proposer à nos invités de nous rejoindre sur le plateau pour que nous puissions discourir, échanger à tour de rôle et penser le signe de la prévenance économique. Alors, nous faisons partie d'un univers, n'est-ce pas? Et les scientifiques aujourd'hui établissent l'âge de l'univers à 13,7 milliards d'années, et certains prédisent aussi sa fin dans 5 milliards d'années. Alors, dans tout le petit moment où nous sommes sur Terre, nous apprécions les joies de notre belle planète. Nous faisons également face à des défis. Et vous faites face à des défis quotidiens, comme nous savons tous. Et ces challenges, ou challenges, comme on dirait en français, se mêlent à des histoires personnelles, à des récits publics de citoyens et de leur gouvernement qui tentent, dans la plus grande partie de la planète, de diriger à leur manière l'économie des territoires qu'ils contrôlent ou qu'ils souhaitent contrôler. Alors, quelles que soient les postures de contrôle utilisées et les 5 grands courants de pensée économique qui se sont développés à travers l'histoire et qui se développent encore, nous avons la loi de Murphy qui s'applique. Alors, je ne sais pas si les plus jeunes la connaissent. Cette loi de Murphy explique, elle prophétise, tout ce qui peut mal se passer se passera mal. Alors, vous connaissez peut-être l'anecdote de la tartine que vous allez beurrer le matin et qui va vous échapper des mains et qui va tomber évidemment sur le côté beurré. Donc c'est vraiment cette loi de Murphy qui indique qu'à travers une phase de difficulté, cela nous engagera toujours vers des heures les plus sombres. Et pour les plus jeunes qui sont ici aujourd'hui, excusez mon français, mais certains l'appellent la loi de l'emmerdement maximum. Je m'excuse, mais pour les plus jeunes, vous mémoriserez sans doute Murphy un peu mieux. Alors, vu d'un regard extérieur et intérieur, nous y sommes. Nos 60 millions de population font face à plus de 7% de chômage. Il y a une inflation de 5,6%. Nous avons à peine 0,1% de croissance. Et la confiance des ménages se dégrade. Les climats des affaires dans l'industrie, les services, le bâtiment se replient, selon les derniers chiffres de l'INSEE, qui annoncent aussi que le moyen de panier moyen de consommation a augmenté de 18% selon les chiffres qui ont été communiqués hier. Alors, moi, j'aimerais aujourd'hui présenter les promesses de l'avenir sous un avenir un peu plus positif, savoir que les territoires peuvent se détruire, être soumis à des tempêtes et des tsunamis, et qu'il y a toujours une sorte de reconstruction et de résilience, et que nous devons faire prêter attention à la co-construction de ces territoires. Et j'avais très envie d'entendre un point de vue international, et je suis ravie d'avoir des invités de marque, venus de très loin pour vous ici dans l'Assemblée, mais également venus de très loin pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont aussi très loin. Et je salue Kuala Lumpur, je salue, comme vous nous l'avez indiqué, toutes les écoles de France et d'ailleurs, et les personnes, bien sûr, qui sont avides d'entendre certaines opinions. Alors j'aimerais vous poser la question: comment les sciences humaines et sociales peuvent-elles œuvrer à la construction d'un récit positif de la transition
pour pousser à l'engagement individuel et collectif vers un avenir désirable. Alors, Christiane de Rani, vous êtes professeure à l'Université fédérale de Santa Catarina au Brésil. Vous êtes également membre de la chaire d'excellence pour la paix. Que vous inspire ce moment que nous vivons? Le vivez-vous également au Brésil ou peut-être même avez-vous une image plus large sur l'Amérique du Sud? J'aimerais vous entendre et nous aimerions nous entendre à ce propos. Bonjour, Madame Geoffrey. Bonjour à tous et à toutes, spécialement Monsieur Boulanger, Monsieur Baudet et tous ceux qui ont fait possible l'organisation de cet important événement. Et bon, un grand événement, il est grand seulement parce qu'il y a une grande qualifiée audience. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici et je vous dis bonjour à tous. Bon, comme vous avez bien vu, le français, ce n'est pas ma langue maternelle, donc j'essaierai de parler doucement. Et les sujets dont je vous parle, c'est aussi un peu compliqué, donc ce qui fait que je dois parler plus doucement et je m'excuse pour cela tout d'abord. Mais en fait, je trouve tellement importante et je suis vraiment ravie d'être ici parce que en tant que brésilienne et que je vais vraiment concentrer la présentation sur le Brésil, et aujourd'hui, cette concentration sur un petit morceau du monde, ce n'est plus possible parce que nous sommes complètement liés par des relations sociales, les médias et surtout par les relations économiques. Donc, ce que je parle sur le Brésil, il touche tout le monde et il aussi a une dépendance de tout ce qui arrive dans le monde. Parce que la Terre est un système complexe et dynamique qui contient les systèmes sociaux humains, lesquels développent des systèmes économiques. Est un système fermé, la Terre, donc limité en ce qui concerne la matière. Néanmoins, ce système est ouvert pour recevoir les énergies, mais ces énergies sont dissipées partiellement dans les problèmes climatiques. Ce métabolisme entraîne des relations entre les écosystèmes et les sociétés humaines, surtout dans les relations économiques. Aujourd'hui, le monde vit les conséquences d'une production économique qui ignore les limites planétaires. En outre, la consommation excessive de la nature n'a même pas répondu aux besoins collectifs pour une vie heureuse et saine. Pour mieux ancrer mon sujet, je vais donner l'exemple brésilien pour la production agricole. Le Brésil, en tant qu'un pays de dimension continentale, développe sa production agricole basée sur une idée de disponibilité illimitée des ressources. Pourtant, le Brésil occupe la 5e position en ce qui concerne aux revenus des exportations de produits agricoles. Et regarde, il est derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Bon, tandis que quand on vérifie les aires agricoles occupées et les tonnes de grains exportés, il occupe la 3e position après la Chine et les États-Unis. Ils sont 72 millions d'hectares et représentent 7% du PIB, produit intérieur brut, du Brésil. 7%, mais il était avant 4,5%, il y a à peine 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que je parle un peu trop d'économie, mais ça veut dire que, bien, on a augmenté le pourcentage de production agricole, ça c'est bien. Non, ça n'est pas bien du tout. Ça veut dire qu'on a supplémenté l'économie en exploitant encore plus la nature. On a augmenté l'aire agricole et ça veut dire que ce qu'on comptabilise comme PIB, que ça voudrait dire l'augmentation de la richesse, dans le Brésil, ça a vraiment dit qu'on diminue sa richesse
parce que tout ça qui rentre pour faire augmenter les PIB, ce sont des choses qu'on ne compte pas comme l'argent, l'eau, les sols, le soleil, la biodiversité, les coûts sociaux. Tout ça, on diminue du PIB et on fait semblant qu'on fait les pays grandir. Et ça, bref, les PIB brésiliens ne représentent pas la richesse de la nation, ni présente et ni future. Ils cachent des coûts sociaux et environnementaux profonds dans le présent et surtout pour l'avenir, parce que ça cache les possibilités d'un démarrage économique dans l'avenir. Mais cela ne touche pas seulement le Brésil, malheureusement. Le système économique mondialisé a aussi mondialisé les problèmes environnementaux. Et les réponses doivent venir des décisions globales ainsi que des alternatives locales pour pouvoir répondre aux besoins de la nature humaine et non humaine. Parce que tous sommes nature, tous nous sommes nature, les humains et les non-humains. Il faut tout d'abord avoir une vision non anthropocentrique du monde et des relations socio et économiques pour changer cette façon de produire. Donc, pour faire ces changements, tout d'abord, en ce qui concerne l'économie, il faut commencer par la déconstruction de certains mythes économiques. Ici, je vais signaler à peine deux, mais ce sont deux que je trouve très importants. Les premières, c'est la financiarisation de l'économie. Et le deuxième, c'est les flux d'énergie dans la production. Donc, la financiarisation et l'énergie qui occupent tous les processus économiques. En ce qui concerne les bilans financiers des nations, il faut se défaire de l'idée de mesurer la richesse des nations par la comptabilité monétaire de la croissance des productions, comme je vous ai dit dans mon dernier exemple sur la production agricole du Brésil. Ces systèmes, ils cachent les valeurs non monétarisées. Par exemple, le sol, l'eau et toute sa valeur intrinsèque comme écosystème vivant. Aussi, les valeurs sociales, immatérielles sont déconsidérées. La culture, la convivialité, les futurs, tout ça ne rentre pas dans les PIB. Les bilans monétaires ne calculent ni les externalités négatives, comme la part des stocks du capital naturel et les valeurs non monétarisées des sociétés humaines, ni même les externalités positives, comme les plaisirs du paysage, le temps pour la convivialité, la construction des liens affectifs et des solidarités. Tout cela, ce sont les noyaux durs de notre société humaine. Pour l'économie traditionnelle, elle a connu comme externalité. Et ce n'est pas pourtant des externalités, c'est de l'essence elle-même de la société humaine, qui ne font que des êtres humains humanisés. Bref, les produits intérieurs bruts ne produisent ni des richesses des nations, ni le bien-être de la population, ni sa capacité de continuer sa production économique dans le futur. Attachés aux échanges monétaires, ils cachent les principales et empêchent que les États et les entreprises conduisent leur politique et investissent d'une façon durable pour une véritable production de richesses. Ça veut dire que si on veut reconstruire l'économie, il faut comprendre la big picture, le grand tableau du fonctionnement de l'économie qui entraîne plusieurs valeurs au-delà du monétaire et les recombiner dans un système de production durable conformément aux limites planétaires. Donc, pour être vite, je passe au deuxième mythe, que c'est la question énergétique. La production humaine demande l'apport d'énergie. Le bilan énergétique de la production économique est fondamental pour la construction de la stabilité des systèmes écologiques, économiques et sociaux. Certes, nous avons déjà beaucoup avancé dans les discussions quand on accepte l'urgence de la transition énergétique pour une économie de bas carbone. Toutefois, ça ne suffit pas
quand on envisage un équilibre énergétique de la production. Dans ce cadre plus complet, la transition énergétique est plus complexe que les changements pour une source renouvelable. La transition énergétique demande une économie de bas carbone, mais aussi une société qui produit moins d'entropie. Bon, je pense que vous allez déjà au cours de physique et vous connaissez bien ce que ça veut dire entropie. Mais de toute façon, bref, pour dire, c'est l'énergie accumulée qui est dans un système, quand on touche ce système et on les refait. Donc, dans la procédure, les process industriels, nous sommes toujours en train de produire de l'entropie. Ça veut dire de changer la matière et libérant des énergies. C'est intéressant ça, mais quand on prend un gros, ça peut être dire qu'on détruit tous les systèmes terrestres en modifiant l'équilibre énergétique qui est dedans la matière. Donc, pour vous dire un peu plus, si la transition énergétique pour des sources énergétiques renouvelables est difficile, imaginez-vous en élargissant cette transition énergétique pour la façon comme nous faisons notre production et la transformation des matières pour d'autres matières et d'autres produits. Tout ça doit être mis en cause. Bon, pour finaliser, parce que je pense que j'ai déjà trop parlé et je vais écouter, il faut comprendre donc une idée d'une bioéconomie circulaire qui considère que matière et énergie doivent en être transformées d'une telle façon que l'énergie employée ainsi que l'énergie existante dans les matériaux utilisés puissent être récupérées et réutilisées en tant qu'énergie et matière également. L'intégration consciente de la nature dans les systèmes économiques restaure la compréhension de la nécessité de circularité de la production et la diminution des dépenses énergétiques qui produisent l'entropie. Pour cela, ces mythes unidirectionnels expansifs comme la financiarisation alliée au PIB et les flux énergétiques dans la production doivent rencontrer la circularité des richesses, matières et énergie. Les sociétés, par des décisions individuelles ainsi que collectives, peuvent mener à restauration écologique, adoptant des relations plus coopératives et équitables entre les humains et avec la nature. Les changements pour une bioéconomie circulaire demandent une base éthique. Une base éthique qui remet à la place de l'individualisme la solidarité, la place de la compétition la coopération et à la place de l'accumulation la justice distributive. Voilà les rôles des droits et de la politique alliés au changement économique vers une vie plus harmonieuse avec la nature, comme dit la déclaration de Rio dans son premier principe. Merci beaucoup. Docteur Derrani, je vous remercie pour vos premiers éléments et qui seront peut-être suivis de questions donc dans la salle ou bien sûr en ligne. N'oubliez pas d'envoyer vos questions pour qu'après nous puissions également échanger avec tous. Je vous le rappelle, Kuala Lumpur, Rennes, Nice, Marseille et autres villes. Alors, j'aimerais reprendre une de vos phrases quand nous avons discuté. Vous aviez mentionné que la pensée utopique transformatrice est nécessaire pour renouveler les relations sociales. Alors, j'aimerais m'adresser, docteur Kamar. Vous avez été chef économiste de la région Moyen-Orient à la Banque européenne. Vous êtes expert international. Vous avez travaillé de très longues années au FMI. Et aujourd'hui, vous êtes chef économiste de la Banque centrale des Émirats arabes unis. Alors, avec toute cette expérience, tant personnelle que professionnelle également, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous avez un point de vue comparable ou à l'opposé? Ou quelles sont les promesses de l'avenir? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais profondément exprimer mon honneur d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier M. Boulanger, Omnes pour l'invitation, le Conseil pour ce magnifique hémicycle. Mais également, je voudrais vraiment vous exprimer que je suis ravi de voir autant de jeunes aujourd'hui dans la salle.
en fait, on parle de l'avenir, ben, c'est vous l'avenir. On parle d'un problème économique, d'un problème environnemental. Il est peut-être évident que nos pères ont fait quelques erreurs. Aujourd'hui, on est là pour réfléchir à comment y remédier. Mais l'avenir, c'est vous. Et je n'ai pas l'impression qu'on vous laisse une planète en bonne santé. Donc, on va essayer ensemble de réfléchir à comment remédier à tout ça. Et premièrement, il faudrait peut-être réfléchir pourquoi on est arrivé là. Pourquoi on est là où on est. Et je pense que peut-être il y a un problème dans les fondements de la pensée économique qu'on pourrait discuter. Hein, tout est à débattre aujourd'hui. Premièrement, quand on laisse un petit peu le libéralisme sans contrôle, je suis tout à fait pour le libre investissement, la libre initiative entrepreneuriale, bien sûr, mais il faut toujours qu'il y ait une réglementation pour éviter les dérives. On a vu, par exemple, dans le système financier, quand il y a un manque de réglementation, il peut y avoir des dérives, on peut avoir des crises financières. D'où l'importance d'avoir une réglementation bancaire efficace. Je voudrais aussi peut-être réfléchir aux motivations, on va dire, du système économique actuel. Le premier indicateur auquel on réfléchit tous en économie, c'est la croissance du PIB, la croissance de la production. Ma collègue en a un peu parlé, mais pourquoi au fait on met la croissance de la production dans une position aussi importante? Ça vient de très loin, quand on pensait que pour produire plus, il fallait avoir plus de travailleurs, et comme l'objectif ultime est de créer de l'emploi pour pouvoir créer du revenu aux citoyens, c'était important d'augmenter la production. Mais aujourd'hui, avec l'avancement technologique, en fait, on remplace souvent l'emploi humain par des robots, par des machines qui sont pas mal de fois plus efficaces que l'homme pour certaines tâches. Là, actuellement, on cherche à remplacer l'intelligence humaine par une intelligence artificielle, ce qui peut-être pourrait détruire de l'emploi ou ne serait pas propice à la création d'emplois à l'échelle où on le pensait avant. J'ai fait un article il y a quelques années, j'ai publié un papier sur les déterminants de l'emploi à l'échelle mondiale, sur un échantillon de 100 pays, puis après les différences régionales de création d'emplois. Et j'avais trouvé que dans le Moyen-Orient, par exemple, la croissance économique qui était dans moyenne de 6%, n'était pas créatrice d'emplois. On appelle ça en anglais « jobless growth ». C'était propice à la création d'emplois. Le résultat en a été qu'il y a eu des révolutions, qu'il y a eu le printemps arabe, qu'il y a eu une volonté de changement, parce que ça n'a pas profité à l'ensemble de la population et le chômage était élevé, notamment chez les jeunes, ce qui est donc pas du tout propice. Donc ça, c'était le dogme lui-même de vouloir toujours avoir une croissance économique plus importante. Peut-être on devrait le réfléchir. Deuxièmement, on pense toujours que si on cherche le bien-être individuel, c'est un peu Adam Smith, vous avez étudié ça en économie, c'est la somme de cette volonté d'atteindre son bien-être individuel va créer le bien-être social. Et puis il y a eu Nash qui est venu et qui a dit peut-être que c'est incomplet. On a vu le film Beautiful Mind. Il a dit peut-être qu'il manque quelque chose. En fait, on devrait réfléchir à son bien-être individuel, mais également à celui de la société. Si on nommait l'intérêt de la société, on oublie une grande partie de l'importance de la réflexion économique. Et donc, il a eu le prix Nobel en 1994 pour cela. Et je pense que c'est un très bon début pour la réflexion sur comment on doit réfléchir ensemble au bien-être de tous. Pas seulement en France, entre Français, mais à l'échelle mondiale, parce que les problèmes climatiques, certainement, touchent le monde entier. Donc, on doit concerter les efforts, réfléchir tous ensemble sur comment on pourrait aboutir à cela. Mais peut-être aussi un autre élément que j'aimerais apporter au débat. Vous savez, nous, les professeurs d'économie, parce que j'enlève ma casquette, on va dire, d'économiste dans des relations internationales, mais j'ai toujours été chercheur et prof. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne en première année d'économie, en Economics 101, en microéconomie? La maximisation du profit. Mais on ne vous dit pas qu'il y a des externalités qu'il faudrait éviter. Et du coup, il faudrait peut-être rajouter des éléments de réflexion. Donc, pour que vous, en grandissant, en réfléchissant, vous ne comprenez pas que le profit est l'ultime objectif de tout. Non, ce n'est pas vrai. Le bien-être général de tous peut être plus important. Et du coup, en rajoutant dans les coûts de production, ce qu'on cherche actuellement à faire avec les taxes carbone, entre autres, c'est
d'intégrer dans la réflexion microéconomique de la production, des coûts de production, le facteur environnement pour pouvoir donc aboutir à une profitabilité des entreprises qui prend en compte l'aspect environnemental. Je pense qu'on est au tout début de la réflexion, qu'il faudrait davantage peut-être quantifier le coût environnemental de production et l'intégrer dans le coût de production, ce qui pourrait amener à des méthodes de production peut-être environmental friendly, qui seraient propices à un développement de l'environnement. Donc voilà un peu où on est. Donc, est-ce qu'il y a des portes de sortie? Certes. Au niveau des réflexions même, je pense que depuis même Aristote, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples qui remettent le bonheur, le bien-être en tant que fondement de la pensée économique. Comment on pourrait avoir un modèle de développement économique fondé sur le bien-être de l'individu et de la société, et non pas sur la production, le PIB, ce qu'on appelle le bonheur national brut, le bonheur intérieur brut. Certains pays ont déjà mis en place des politiques visant donc à calculer qu'est-ce que peut être ce bonheur. Donc le Bhoutan, entre autres, est un pays qui développe son économie autour de ces principes. Je sais qu'en Europe, on y pense beaucoup. Peut-être la Grande-Bretagne est un des pays les plus avancés dans le domaine, qui a des critères relativement clairs de comment mesurer le bonheur et comment mettre en place des politiques visant au bonheur. Mais j'ai la chance aujourd'hui de vivre dans un pays qui est les Émirats arabes unis, dont la vision depuis 50 ans et la vision pour les 50 prochaines années a comme objectif ultime de créer un environnement de bonheur et de bien-être pour tous ceux qui vivent aux Émirats. Vous savez, les Émirats, c'est un pays qui est à faible population, hein, donc je pense qu'ils sont 1,5 million, 2 millions, mais dans lequel il y habite 10 millions de personnes. Et entre autres, il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui sont là-bas. Et on a choisi de vivre aux Émirats arabes unis parce que le style de vie, le niveau de vie, le bien-être est très élevé. Et ils visent, dans les prochaines années, à être le pays numéro 1 au monde en termes de bien-être, avec des politiques très claires, très concrètes, pour pouvoir y aboutir au niveau des transports, au niveau de la pollution, au niveau de tout, du loisir, donc permettre à l'humain de vivre et s'épanouir pleinement, l'éducation, la santé, et j'en passe. Et peut-être pour finir mes propos par rapport à l'avenir, si on parle de politique économique concrète, quelles sont les politiques à mettre en œuvre éventuellement pour corriger les problèmes environnementaux? Vous savez, on a passé une crise du Covid qui était inattendue, pour en dire le moins, mais toutes les économies, tous les gouvernements du monde ont mis en place des politiques fiscales, des politiques monétaires pour faire face à la crise. Si on pourrait considérer le réchauffement climatique, le changement climatique comme étant une pandémie mondiale et tirer des leçons de ce qu'on a fait pendant le Covid, hein, et dire, ben voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché dans différents pays du monde. Et encore une fois, quand on sortait au niveau mondial, on a la COP 28 qui arrive bientôt, qui aura lieu aux Émirats arabes unis, et réfléchir ensemble sur quelles sont les politiques économiques qui ont servi pendant le Covid, qui pourraient éventuellement être reprises dans un cadre plus large pour pouvoir lutter contre le changement climatique en le considérant comme étant une pandémie mondiale. Donc voilà un peu quelques idées que je voudrais partager avec vous. Merci encore. Docteur Camara, merci infiniment pour cette première réponse et ces premiers éclairages. Monsieur Rose, merci d'être à nos côtés également aujourd'hui. Vous êtes venu également de loin, de la principauté de Monaco. Je ne sais pas si dans l'assistance vous connaissez cet État. Vous êtes directeur général exécutif du Monaco Economic Board, le MEB, et vous êtes également conseiller national. Vous avez été élu président de la commission de la culture et du patrimoine. Donc une interdisciplinarité qui est fantastique à l'échelle à laquelle nous pouvons le voir. Vous êtes le bras du gouvernement dans tout ce système économique. Alors pour vous, est-ce que la principauté semble, d'un regard extérieur, fleurir économiquement? Faites-vous face à des difficultés? Avez-vous des solutions à nous apporter? Quels sont les travaux que vous menez actuellement? Pouvez-vous nous orienter sur votre pensée monégasque? Bien sûr. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. J'apprécie énormément de pouvoir parler ici. Alors pourquoi? Alors d'abord, je suis celui qui vient quand même du moins loin. Je ne suis qu'à 1000 km d'ici, une petite heure d'avion. Pourquoi est-ce que c'est pertinent de vous parler de la principauté de Monaco aujourd'hui?
parce qu'en fait, nous sommes, comme l'ont dit mes deux brillants collègues, nous sommes dans une période où nous sommes dans une charnière, l'évolution doit se faire vers plus d'éthique, plus de conscience sociale et une conscience de l'environnement. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on peut être pertinent pour vous parler aujourd'hui ? Parce que d'abord, on a un souverain, on est un pays souverain, et on a un souverain qui s'appelle le prince Albert II, et qui parle à l'ONU depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2005. Et à l'ONU, qu'est-ce qu'il dit tout le temps ? L'environnement, l'éthique. Alors, évidemment, nous, derrière, on est quand même un État, et on doit suivre ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit mettre en pratique des politiques. Donc, dans notre tout petit pays, nous avons l'avantage de pouvoir mettre en pratique des politiques environnementales, des politiques éthiques. Nous créons en permanence, nous sommes un laboratoire en fait, et nous créons en permanence de nouvelles sociétés avec des concepts. Par exemple, je pensais avec les Émirats Arabes Unis, nous avons créé des systèmes de recyclage à la fois des eaux noires en eau grise et des eaux grises. Donc les eaux noires, ce sont les eaux des toilettes globalement, qui ont fait devenir des eaux grises, c'est-à-dire des eaux qui peuvent être propres à l'agriculture, à l'environnement, à l'arrosage. Et puis, on a aussi un recyclage total des eaux grises qui peuvent devenir de l'eau potable. Ça, c'est un exemple. On est aussi un laboratoire pour des fermes urbaines. Donc, on a développé, nous, vous savez, on est un tout petit territoire. Donc, on n'a pas vraiment de système de secteur primaire. Globalement, on n'a pas d'agriculture. Donc, on a une jeune femme, une seule, qui a réussi à créer des fermes urbaines à Monaco, et qui, à partir de là, c'est une jeune femme qui a 30 ans, et elle nous a appris à tous qu'on peut recréer une agriculture à partir de fermes urbaines. Et c'est un exemple qu'elle a déjà vendu en Belgique, elle est en négociation avec New York, rien de moins, et elle est en train d'implanter ça. Alors en fait, pourquoi Monaco est pertinent ? Parce que nous sommes, nous, donc tout petits, notre population, on en représente, nous les Monégasques, 22%, donc 80% d'immigration sur notre sol. Et on est sur quelque chose qui est complètement un échange permanent avec le reste de la planète. On parle anglais, on parle italien, on est tout le temps en train d'échanger sur, tiens, qu'est-ce qui se passe au Brésil ? Justement, il y a une forte communauté brésilienne. On se projette beaucoup aussi, on voyage énormément, donc on se projette beaucoup. On était en Arabie Saoudite pour vendre les projets dont on vient de parler il y a encore 3 mois. Un pays qui bouge énormément aussi, au-delà des clichés. Donc nous sommes à Monaco toujours concernés par cette idée, comment est-ce que l'économie, puisque quand même avant tout, et c'est la chance que nous avons, nous sommes un pays prospère qui s'est bâti il y a 150 ans sur les casinos, et c'est un modèle évidemment qui a fait son temps, on peut le dire, mais on est resté un pays prospère parce qu'on est très bien situé au sud de l'Europe, et justement parce qu'on est très, très cosmopolite. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut appliquer ce succès, cette prospérité à l'économie. Et jusqu'ici, Monaco a l'avantage de pouvoir, non pas donner des leçons, on en est bien loin, mais de pouvoir servir de laboratoire pour les gens. Et je vous invite à regarder un petit peu les réalisations qu'a fait la principauté de Monaco, notamment en termes d'environnement, en termes de société. C'est quelque chose qui, en fait, est devenu au cœur de notre ADN. Et je pense que c'est la preuve qu'en commençant par une micro-société, on peut changer la société. On parlait précisément, mes 2 collègues parlaient de cette évolution de la société. Les Émirats Arabes Unis qui font rentrer le bonheur dans leurs indicatifs, dans leur système dans la stratégie générale. Le Brésil qui est en train de combattre pour regagner sa conscience écologique après une période un petit peu bouleversée. Nous, de ce côté-là, on est une sorte de petit laboratoire sur lequel on va essayer de prouver qu'une société juste n'a pas besoin d'être une immense société, mais en tout cas qu'on peut construire un nouveau monde. Alors on est évidemment très enthousiaste de travailler là-dessus. Notre souverain a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Albert II, et la Fondation Albert II qui intervient partout dans le monde. C'est la fondation au service de l'environnement, au service des océans en particulier. L'économie bleue, c'est très important chez nous, parce que on peut avoir une conscience sociale et quelque part c'est terrible à dire, une conscience sociale et environnementale, et faire de l'argent avec. Ça vous semblera un petit peu cynique, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que de plus en plus,
des investisseurs, des gens qui sont très sérieux dans l'économie, sont conscients qu'investir dans la survie de la planète, quelque part, c'est le seul vrai bon investissement. Et nous, qui travaillons là-dessus depuis 15 ans, depuis que le souverain est arrivé au pouvoir, nous sommes un petit peu en pointe là-dessus, sur ces investissements que nous concentrons. Et donc, on essaie, et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, de concilier économie, écologie et éthique, en passant bien sûr par le numérique, parce qu'on ne pourra pas faire l'économie de ça. Notre économie est très tournée vers le numérique, parce que nous avions besoin, évidemment, nous avons peu de place, donc nous avions besoin de métiers à forte valeur ajoutée. Et à partir de ce numérique, nous avons aussi favorisé la transition énergétique, qui est très importante pour nous. Par exemple, les gens ne le savent pas, mais Monaco finance une très grande partie des centrales photovoltaïques qui se trouvent en France, de sorte à ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà implanté en France l'équivalent de 40% de nos besoins énergétiques que la France nous redonne, bien sûr, selon un accord que nous avons avec EDF. Et nous sommes, grâce à ça, nous sommes en train d'aller, si nous allons continuer ce plan-là, d'ici 5 ans, nous comptons être totalement indépendants énergétiquement. C'est-à-dire indépendants énergétiquement, ça veut dire que nous avons implanté des centrales photovoltaïques qui servent à la France, bien évidemment, mais qui, en retour, nous donnent aussi, selon une répartition, nous donneront l'équivalent de 100% de notre production électrique. Donc pour vous dire que des solutions existent, que vous êtes à l'âge où vous devez penser à ces solutions, mais que ces solutions, ce ne sont pas des choses de rêveurs. Ce sont des choses qui fonctionnent, ce sont des choses qui s'intègrent dans l'économie. Et je crois que c'est vraiment le message que je souhaiterais faire passer aujourd'hui, et merci beaucoup de me laisser le faire passer aujourd'hui lors de ce printemps de l'économie, c'est que l'économie bleue, l'économie verte, ça ne fait pas qu'exister, ça ne fait pas qu'être une mode, ça marche, c'est là où il faut être. Nous avons des fonds d'investissement qui sont exclusivement dédiés à ça, par exemple. Nous avons des gens qui réfléchissent toute la journée sur comment optimiser, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'économie, tous les flux monétaires qui peuvent passer par la principauté, et on est en passe de le réussir grâce à l'action de notre prince. Et ça, c'est pour nous la grande leçon que nous avons retenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous le disais, il y a un engagement de vos États, il y a un engagement de citoyens, et je vous proposais d'envoyer vos questions. Donc, il y en a une qui arrive de Simon Vuillaume. Je la lis. La pandémie, qui représentait un risque invisible et somme toute assez limité, a conduit de nombreux États à prendre de multiples mesures liberticides drastiques en moins de 3 mois. Alors là, je me fais le petit commentaire. Tous les États n'ont pas eu les mêmes mesures au même moment et dans les mêmes conditions. Je continue cette question. Pourquoi ces mêmes États sont-ils incapables de prendre des mesures simples du type limitation de vitesse sur l'autoroute ou interdiction de prospection d'hydrocarbures concernant les risques climatiques dont les causes sont connues, qui font déjà beaucoup plus de victimes et dont tout le monde est témoin chaque semaine? Alors je vois une question triste, mais porteuse d'avenir peut-être par sa réponse. Moi, j'aimerais dire que c'est une question de citoyens, que les citoyens sont les acteurs. Les citoyens, vous comme nous aujourd'hui, nous sommes tous et toutes les victimes, mais aussi les acteurs de ce changement. Avez-vous une réponse à apporter, ou elle est pluridisciplinaire? Puisque j'ai déjà parlé beaucoup, je vais parler tout simplement sur un petit point. Quand on parle de la santé publique, que ça a été concerné pendant la Covid, on parle surtout des actions publiques. Donc, c'était des actions concernées pour les États, même que c'était un partenariat avec des corporations qui produisaient des vaccins. Donc, mais c'était de l'argent public, des actions publiques et des politiques publiques. Par contre, quand on parle sur les changements climatiques, on a beaucoup plus dépendant des actions des corporations qui produisent des carburants. Donc, la transition énergétique dépend beaucoup des recherches et des investissements
non seulement public, mais beaucoup plus de changements de négoces. Il faut changer les négoces. Les entreprises qui ont leurs investissements ancrés sur les carburants doivent faire cette transition énergétique plus vite. Et ça, c'est les points que je pense que c'est important. Merci, Madame Derani. Monsieur Rose. Oui, par rapport à la question qui est posée, il y a une première chose, je pense, sur les mesures liberticides qui ont été prises par les différents gouvernements. Indéniablement, des mesures liberticides ont été prises par les différents gouvernements, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être on n'a pas encore le recul pour le juger. Je pense que, vous savez, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les historiens ont un petit peu patiné pendant quelques années. On a eu beaucoup de récits patriotiques, mais très peu de récits historiques. Et je pense qu'il faut qu'on ait un peu un recul historique sur ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid pour déterminer comment on pourrait éviter que ça se reproduise à l'avenir, parce que je pense que c'est le plus important. Et en revanche, sur la transition énergétique, on ne peut pas tout de suite interdire les autoroutes, interdire les voitures, interdire les hydrocarbures. Il faut savoir qu'on a quand même une économie qui ne peut pas passer d'un côté à l'autre. On a une économie qui doit faire une transition. Toute la question est qui est moteur de cette transition, quels sont les freins à cette transition, comment est-ce que socialement on doit de moins en moins accepter les freins à cette transition, comment est-ce que socialement on doit de plus en plus soutenir les moteurs. Je pense que ça, c'est la vraie question qui se pose et qui vous concerne, vous, totalement directement, parce que c'est votre génération qui le mettra en œuvre. Comment soutenir les moteurs, ça c'est vraiment le plus important. Comment, dans la société, on doit valoriser ce qui est un moteur de transition et on doit moins valoriser ce qui est un moteur de freinage, ce qui est un frein à la transition. Merci beaucoup. Je me propose une seconde question. Nous dirigeons vers 9h30, donc la deuxième session prendra lieu aussi. Une question de Edine Bécard. Je suis d'accord que notre modèle économique est trop libéral, dit-elle, et ne sont-ce pas donc les difficultés d'évaluation du bien-être qui arrangent bien, qui font que seuls les indicateurs de richesse type PIB étaient pris en compte. Petite annotation de ma part, le Bhoutan, vous en parliez, vous allez peut-être discourir. Et nous maintenons un système économique archaïque et inadapté aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Telle est sa réflexion. Écoutez, moi je crois profondément à la recherche. Je pense que nos décidents politiques, pour prendre les bonnes décisions, ils ont besoin de nous, les chercheurs, pour réfléchir, débattre. C'est pour ça qu'on est là également aujourd'hui, proposer de nouvelles idées, mais surtout vraiment faire un travail de recherche profond pour que ce qu'on puisse proposer comme changement soit viable. Dans le cadre de mes fonctions, donc je développe des programmes de recherche. Je suis entre autres à Paris pour rencontrer différentes institutions, pour élaborer des modèles de recherche. Et une des questions que je me pose particulièrement, c'est comment la Banque centrale, par exemple, ou comment le secteur financier, mais je pense qu'on a une session aujourd'hui à midi qui parle de ça, comment on pourrait encourager l'investissement privé à aller vers des investissements moins polluants, plus verts. Des fois, les banques sont un peu réticentes à financer ce type de projet. Donc comment on peut trouver les incitations efficaces pour pouvoir développer ce secteur, par exemple. Compte tenu du changement climatique et de la diversification de l'énergie nécessaire à la production, vous voyez, il y a un nouveau champ qui est l'hydrogène. L'hydrogène est une énergie moins polluante qui produit uniquement de la vapeur d'eau, mais qui est chère à créer. Et donc les Émirats arabes unis, mais pas seulement, d'autres pays également, se sont embarqués dans ce processus de création de cette nouvelle énergie. Et comme ils sont dotés d'énergie solaire et d'espaces solaires parmi les plus grands parcs au monde, et ils ont les moyens financiers pour également construire, mettre en place ces parcs solaires, ils sont en train d'utiliser ce coût extrêmement bas d'énergie solaire pour financer et pour produire de l'hydrogène qui pourrait dans l'avenir devenir une alternative à l'énergie fossile qu'on utilise actuellement. Et donc il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Merci. Une autre réponse à apporter? Non, nous dirigeons vers la fin de cette session. Donc j'aimerais vous rappeler Wells, vous le connaissez, Herbert George Wells, dans La Destruction libérée de 1913, il écrivait notamment «
notre vraie nationalité et l'humanité. Et je vous remercie aujourd'hui, venant de part et d'autre de notre planète, d'avoir représenté aujourd'hui notre humanité. Merci. Merci. Donc une petite pause avant la deuxième session. Merci.